Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Patrick Laporte, je suis radiologue au CHU de Brest où je fais de l'imagerie ostéo-articulaire. Je vais vous parler des entorses graves du genou et notamment du bilan radiologique. Je n'ai pas prétention à révolutionner l'anatomie, mais juste vous montrer des belles images de ce qu'on peut voir au quotidien. Donc je vais suivre un plan en 3 points, parler des différentes modalités qui nous permettent d'arriver à un diagnostic. Je m'attarderai ensuite sur les lésions du pivot central, en particulier celles du croisé antérieur, qui sont beaucoup plus fréquentes que celles du croisé postérieur. Et ensuite, je parlerai des lésions associées, donc des plans collatéraux, des points d'angle, des ménisques et des lésions ostéochondrales rapidement. Donc les différentes armes diagnostiques. En premier lieu, la clinique, qui reste très importante, même si ce n'est plus mon domaine. Le traumatisme initial permet d'orienter vers tel ou tel mécanisme lésionnel. L'inspection va nous aider à évaluer par exemple la gravité d'un traumatisme. La localisation de la douleur peut faire suspecter une lésion d'un plan collatéral. La laxité ou le ressaut qui sont plus facilement évaluables à distance du traumatisme et qui feront suspecter une lésion du pivot ligamentaire central. Et ensuite les manœuvres méniscales qui parlent d'elles-mêmes. Le premier examen qu'on réalise, ce sont des radiographies. Il existe des critères d'Ottawa, cités ici, que je ne connaissais pas il y a 2 semaines. Donc ça permet de voir les indications de la radio. Nous, on réalise déjà dans un premier lieu un bilan radiographique de face et de profil, comme ici. Donc là, les radios sont de qualité correcte, ce n'est pas toujours le cas aux urgences. Pour mieux analyser la rotule, on peut réaliser un défilé fémoro-patellaire, comme ici. Parfois des clichés de 3/4 pour voir des petites fractures des plateaux tibiaux. On fera plutôt un scanner maintenant. Donc l'intérêt de la radio, c'est bien sûr de dépister des fractures qui vont changer la prise en charge, comme ici une patella qui est scindée en 2. Bien sûr des luxations, comme ici, avec une fracture du plateau tibial médial avec luxation. On s'intéressera surtout à regarder des petits signes indirects. Ces signes indirects nous diront « Ah, il se passe peut-être quelque chose sur ce genou si on ne voit pas de lésion osseuse ». Donc c'est le cas de l'hémarthrose ou l'hypohémarthrose, quand il y a du sang dans l'articulation, ou de la graisse et du sang dans l'articulation. Ici, c'est le cas, on voit du sang déclive dans le récessus suprapatellaire avec un surfactant de graisse au-dessus. Le même patient au scanner, donc on voit qu'il y a un gros épanchement de sang dans l'articulation, toujours dans le récessus suprapatellaire, et un surfactant de graisse. Et juste parce que c'est beau, en IRM, donc là on a une séquence tout à gauche en T1 avec de la graisse qui est très hyper T1 et qui s'annule sur les séquences avec saturation de la graisse. D'autres signes de rupture ligamentaire. Donc là, chez ce patient, si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'il y a une épine tibiale qui est un petit peu irrégulière. On confirme au scanner qu'il y a une avulsion des épines tibiales et donc une forte suspicion de rupture du pivot ligamentaire central. C'est le même patient. Donc si on regarde un petit peu à droite, on voit qu'il y a un petit arrachement cortical marginal du plateau tibial latéral. Ça correspond à une fracture de second qui est confirmée au scanner, et donc on dit que ces fractures de second sont pathognomoniques d'une rupture du croisé antérieur du fait du mécanisme de translation antérieure. Pour le scanner, ça peut nous aider à détecter des fractures occultes. Donc là sur cette radio, rien de fou. Si on regarde d'un petit peu plus proche, on voit qu'il y a un épanchement toujours dans le récessus suprapatellaire. Donc on a fait un scanner qui nous a permis de détecter une petite fracture du plateau tibial médial. Le scanner, ça peut servir au bilan préopératoire, parce que des fois c'est un petit peu compliqué comme ici. Bonne chance aux chirurgiens. L'IRM pour nous c'est quand même la meilleure modalité, ça nous permet vraiment de tout voir dans le genou. Les indications, vu que c'est quand même pas très dispo, là nous on programme en juin-juillet, donc il faut vraiment le réserver pour une suspicion de lésion du pivot central, de fissure méniscale ou encore de lésion ostéochondrale qui n'aurait pas été vue à la radiographie ou au scanner. On aime mieux la faire un petit peu à distance du traumatisme. Quand on les fait à J2, il y a de l'œdème partout, on ne voit pas grand-chose, on a tendance à dire n'importe quoi. Quelques exceptions, les sportifs de haut niveau, même si c'est pas... Et autre chose, les suspicions de lésions du point d'angle postéro-latéral qui peuvent être chirurgicales assez rapidement, sinon avulsion des épines ou blocage par anse de saut, mais c'est un peu plus rare. 2 mots sur l'échographie. On s'en sert vraiment pour une analyse du genou en périphérie. On verra très bien les plans ligamentaires collatéraux, les tendons, les ménisques, on verra quasiment rien, juste le mur méniscal, et puis les croisés sont impossibles à voir en échographie. Donc on va s'attarder sur le pivot ligamentaire central. Ça ne passe pas. Donc le traumatisme initial, plusieurs mécanismes lésionnels bien connus. Donc les traumatismes en valgus flexion rotation externe avec un skieur qui oublie son ski en arrière. Donc ça c'est un risque de rupture du pivot central
A l'inverse, un varus flexion-rotation interne quand on appuie un peu trop en chousse. Mécanisme en hyperextension quand on rate son ciseau au football. Et la luxation, bien sûr, qui est plus liée aux AVP. Une seule notion d'anatomie, on dit que le ligament croisé antérieur est divisé en deux faisceaux. Un faisceau antéromédial et un faisceau postérolatéral qui se croisent, qu'on arrive parfois à dissocier en IRM. Et ça nous permet de... Enfin, on verra tout à l'heure qu'il y a des ruptures unifasciculaires, donc il faut savoir qu'il existe deux faisceaux. Normalement, le LCA, il est en vide de signal, ça c'est une séquence T1, donc on voit le LCA au milieu. Notez que je prends deux coupes, parce que du fait de son obliquité, généralement on ne peut pas l'analyser sur une seule coupe. Donc là c'est en T2, c'est du DP avec annulation du signal de la graisse, donc on voit que la graisse est noire. Et le ligament est aussi en vide de signal. Ça c'est une séquence T2 en 3D, donc j'ai pu reconstruire le LCA dans son plan, donc on le voit vraiment en intégralité sur une seule coupe. Et hop, petite vidéo, donc le LCA, il est au milieu, donc là on est en axial, et ça nous permet vraiment de le suivre de son insertion tibiale. On va recommencer, hop. Donc de son insertion tibiale ici, jusqu'à son insertion dans l'échancrure fémorale. Hop, donc les signes indirects, bon, je repasse rapidement, toujours une fracture de second, avec ici, hop, donc on voit l'avulsion d'un petit fragment, on voit mieux en IRM, et en fait ça correspond à l'avulsion du ligament antérolatéral. Autres signes indirects, ceux-là sont un petit peu plus compliqués, bon, quand on regarde de loin ces radios, pas grand-chose. D'un peu plus près, toujours une hémarthrose qui nous dit qu'il doit se passer quelque chose. Et si on regarde d'un peu plus près, qu'on essaie de suivre les condyles, et notamment le condyle latéral ici présent, on le reconnaît parce que son encoche est plus postérieure par rapport à l'encoche du condyle médial qui est plus antérieure. Cette encoche est beaucoup trop volumineuse, donc c'est un signe indirect de rupture du LCA, toujours par mécanisme de translation tibiale antérieure, avec le condyle fémoral latéral qui est venu s'impacter sur le tibia. Je confirme en IRM que ça existe vraiment, donc avec toujours cette petite encoche, et il persiste de l'œdème autour, donc les lésions étaient assez récentes. Donc là, pareil que tout à l'heure, il s'agit d'une avulsion des épines, donc c'est pas vraiment un signe indirect, hein, c'est assez direct comme signe. On confirme au scanner avec une grosse avulsion des épines, ici présente, et donc la patiente a été opérée. Donc plusieurs degrés de gravité des entorses du croisé antérieur. On peut avoir une simple entorse interstitielle. A contrario, on peut avoir vraiment une rupture complète où le ligament va être complètement désinséré. Et du fait d'un ligament qui présente deux faisceaux, on peut avoir des ruptures partielles ou unifasciculaires. Donc ici, on voit le ligament croisé antérieur qui apparaît épaissi en hypersignal. Donc là, on déroule, on va de plus en plus vers l'échancrure. Tac. Après, si je le reconstruis dans le plan en T2 sans saturation de la graisse, je vois que le ligament il est épaissi, inflammatoire, mais il n'est pas rompu. Il s'agit donc d'une entorse sans rupture, une entorse interstitielle du croisé antérieur. Un autre patient, toujours pareil, avec un ligament épaissi, mais qui reste bien continu sur la séquence T2. Donc, bon. À l'inverse, là, une rupture complète. Donc là, hop, on déroule le ligament et on voit qu'il y a une grosse oupe, pardon. J'essaie de le retrouver. Donc là, c'est assez rare de voir des aussi belles images. On voit qu'il y a vraiment une grosse déchirure en plein corps du ligament. Donc pas de doute, il s'agit d'une rupture complète. Donc chez la même patiente, donc là j'ai reconstruit la séquence 3D, je me suis remis dans le plan du LCA, donc on voit encore mieux la rupture. Puis vu que c'était beau, j'ai fait des petites vidéos. Donc là en sagittal, hop, on va voir le ligament croisé apparaître et la grosse rupture ici. Bon, c'était un petit peu rapide, hop. On va retenter. Il veut pas. Bon. Je maîtrise pas l'outil. Donc là, on voit en sagittal et hop, la grosse rupture. Et en axial. Tac, donc là, ensuite, c'est les insertions tibiales. Donc le LCA est là, et là, et là. On va voir qu'il disparaît complètement à ce niveau-là. Et là, on récupère le moignon fémoral proximal. Donc là, un autre patient, juste pour souligner un signe classique d'IRM, on dit que le moignon distal s'horizontalise. Donc ça paraît logique, hein, le moignon va vraiment tomber vu qu'il n'est plus attaché au fémur. Une autre rupture complète qui est assez jolie, des fois le moignon peut basculer en avant. Hop. Enfin les ruptures partielles, donc rupture d'un seul faisceau du LCA.
Donc là, ce qu'on peut voir, c'est un moignon antérieur, donc un faisceau de LCA qui est basculé en avant. Si on se décale un petit peu sur les coupes, on voit qu'il reste du ligament, qui reste tendu. Donc il s'agit donc... Donc là, c'est le même patient que j'ai reconstruit en 3D toujours. Donc on voit qu'on a un ligament qui reste tendu avec toujours un moignon antérieur basculé. Donc il s'agit bien d'une rupture unifasciculaire du LCA. Bien insister, des fois on arrive à voir quelques fibres de ligament qui persistent. Donc c'était le cas ici. Donc on voit qu'il y a, comme tout à l'heure, un moignon basculé en avant. Hop, si je regarde bien en 3D, il reste des fibres tendues. Mais bon, quand on voit le tiroir antérieur spontané qui est mesuré à 15 mm, ces quelques fibres, elles ne doivent pas être fonctionnelles. Juste sur deux mots, puisque sur cette image, on voit qu'il y a vraiment ce gros moignon très inflammatoire de LCA qui est basculé en avant. C'est ce qu'on appelle un signe du cyclope préopératoire et qui a risque d'arthrofibrose et de blocage du genou si le patient est opéré sans une résection justement de ce moignon de LCA. Donc là, oui, pour une rupture partielle, donc là il s'agissait d'une IRM qu'on avait fait un petit peu trop tôt. Donc c'est un petit peu le flou, là on ne sait pas trop, le ligament il est très épaissi, j'arrivais pas trop à le suivre, même sur les autres séquences. La clinique devait être assez parlante et le genou pas très laxe, donc on a décidé de la recontrôler et on voit que le LCA a complètement guéri. Donc avec vraiment un LCA qui est redevenu noir, qui est bien tendu, il n'y a pas de tiroir antérieur spontané, donc un LCA qui est très bien. Quelques mots sur le croisé postérieur, comme je disais, ces lésions, on n'en voit pas souvent finalement. Donc lui pareil, hein, c'est un ligament qui est tendu d'avant en arrière, qui est en vide de signal sur toutes les séquences. Donc, comme le LCA, il peut subir des entorses interstitielles. Donc là on voit un ligament, donc un ligament qui est épaissi mais qui n'est pas rompu. Ici c'est une ancienne rupture, donc j'ai mis des flèches, mais en fait il n'y a plus du tout de ligament, il a été complètement remanié, donc on ne le voit plus. On sort du genou pour passer aux lésions ligamentaires collatérales. On commence en médial, donc juste un petit point d'anatomie. Il existe deux faisceaux au ligament collatéral médial, un faisceau superficiel qui est vraiment très long, hein, qui s'insère assez haut sur le fémur et qui descend jusqu'ici dans le tibia, donc quasi jusqu'en région diaphysaire. Il a deux attaches, une attache tibiale proximale et une attache tibiale distale. Son faisceau superficiel, lui, on le voit moins bien puisqu'il est vraiment adhérent au plan, au mur méniscal, juste à côté. Donc pareil, ces lésions. Donc là, on voit qu'il y a un gros épaississement de l'insertion fémorale proximale du ligament collatéral médial de son faisceau superficiel. Il n'y a pas de rupture, donc il s'agit vraiment d'une entorse interstitielle sans rupture. Ici, un petit peu plus grave, on voit ici que l'attache tibiale proximale est rompue. On a un ligament qui est complètement détendu, donc là, il doit y avoir une rupture au moins partielle du ligament. Après, le plan collatéral médial, normalement, il ne sera pas trop chirurgical, ça cicatrise bien les lésions. On recule un petit peu, donc le point d'angle postéro-médial, pareil, rarement chirurgical, ça participe quand même à la stabilité du genou, sauf qu'en médial, ça a tendance à bien cicatriser. Il est composé de plein de structures ligamentaires, tendineuses, capsulaires. En IRM, on n'arrive pas à individualiser tout ça, donc on cherche vraiment une infiltration dans la région postéro-médiale qui nous signe qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, chez la même patiente, on voit une infiltration qui est centrée sur le tendon semi-membraneux. Hop, quand on remonte un petit peu, on voit qu'il y a une grosse infiltration des coques condyliennes, donc probablement une lésion du point d'angle postéro-médial. Donc ici. Et donc toujours centré sur le tendon semi-membraneux. De l'autre côté, donc, le ligament collatéral latéral, donc, qui est vraiment toutes ces structures, qui est tendu du fémur et qui vient s'insérer sur la tête de la fibula. Hop. Il ne veut plus, voilà, très bien. Donc ça, c'est le ligament collatéral médial. Et on voit qu'il vient s'insérer en avant du biceps et qui forme un V sur la tête de la fibula avec un trajet vraiment très oblique d'avant en arrière, qu'on voit bien en échographie. L'équivalent du faisceau profond du collatéral médial, lui, ce sera le ligament antérolatéral qui sera situé entre le tractus iliotibial et le ligament collatéral en arrière. Et c'est son avulsion qui correspond à la fracture de second. Tac. Donc là, je n'ai mis qu'une lésion, donc vraiment au maximum. Là, on voit un ligament collatéral latéral qui est complètement désinséré. La tête de la fibula doit se situer par ici, donc on a un moignon qui s'est complètement rétracté. Donc une lésion assez grave qui sera potentiellement chirurgicale. Hop.
Le même patient, donc on voit vraiment une énorme infiltration du plan capsulo-ligamentaire latéral qui s'étend jusqu'à la tête de la fibula. La lésion doit que être ligamentaire parce qu'on ne voit pas d'œdème sur la tête de la fibula, donc pas d'arrachage, pas d'arrachement osseux. Et en axial, vraiment toute une infiltration inflammatoire ou cicatricielle du point d'angle postérolatéral. Avec des flèches. Oui, non, on parlait du LCL. Bon, bref, on recule un petit peu en arrière donc avec le point d'angle postérolatéral. Donc lui aussi, il est composé de tendons, ligaments, structures capsulaires. Hop. Au maximum, notamment le tendon poplité en fait partie. Donc au maximum, ce tendon poplité, il peut se rompre comme ici. Donc là, on voit une fossette poplitée qui est vide et avec un moignon de tendon poplité qui est déplacé vers le bas. Pareil, des lésions qui ne cicatriseront pas toutes seules. Donc le même patient avec vraiment une énorme infiltration de tout le plan latéral. Ça n'arrive pas à chaque traumatisme, on voit que c'est une catastrophe, il y a de l'œdème partout, tout autour, il doit y avoir énormément d'épanchements. Les croisés, je pense qu'ils ne sont plus là. Pareil, le plan médial a dû ramasser, donc là c'est un traumatisme qui devait être assez costaud. Ensuite, les ménisques aussi ont le droit d'être touchés dans ces lésions du pivot central. L'aspect normal en IRM, donc vraiment une structure ronde, là c'est un ménisque latéral, donc on dit qu'il est en forme de O. À la coupe, c'est une structure triangulaire, c'est en vide de signal, il ne doit pas y avoir de blanc dans le noir. Hop, là c'est en coronal, là en sagittal. Les lésions principales sont des fissures, donc il existe différents types de fissures. La première, ce sont les fissures axiales qui vont être vraiment perpendiculaires. Parallèles au plateau tibiaux. Ensuite des fissures verticales, donc longitudinales quand elles vont vraiment longer le grand axe du ménisque, ou des fissures radiaires qui seront perpendiculaires au grand axe. Quelques petits exemples, donc voici une fissure radiaire de la corne postérieure du ménisque, ça va être le ménisque médial je pense. Donc on voit que la fissure est vraiment complète, elle traverse complètement le ménisque et elle vient alimenter des petits kystes paraméniscaux. Ensuite, une fissure verticale longitudinale, ça c'est la plus classique qu'on rencontre dans les lésions du LCA. Tu fais de la translation antérieure, en gros la corne postérieure du ménisque latéral va se déchirer du fait de la traction donc des ligaments ménisco-fémoraux, donc les ligaments de Hemfrey et Vrisberg. Donc là on va suivre la corne postérieure du ménisque latéral, hop. Donc plus on s'éloigne de l'échancrure, on voit qu'il persiste un espace entre les deux, hop, et quand on continue, hop, on voit qu'il y a bien une fissure. Donc ça, on appelle ça le zip sign en anglais, ou le signe de la braguette en français. La même fissure en axial, donc on voit qu'elle est assez longue et qu'elle s'étend quasi jusqu'au segment intermédiaire du ménisque latéral. Donc des lésions à décrire en plus des lésions du LCA. Juste un exemple de fissure verticale radiaire, la plupart du temps, c'est juste des petites encoches comme ça dans le ménisque. En sagittal, on peut voir justement ce petit bout flotter. On se dit qu'il y a une fissure radiaire. Là, après, la fissure, elle est en zone blanche, elle ne va pas être suturée, je pense. Important à décrire, c'est assez récent. Il faut les décrire parce que les chirurgiens, par voie d'abord arthroscopique antérieure, ils ne verront pas forcément ces lésions. Donc, il s'agit des désinsertions capsulo-méniscales, donc de la corne postérieure du ménisque médial. Les Anglais sont un peu plus simples, ils appellent ça les rampes lésions. Donc en gros, c'est une rupture des attaches méniscales postérieures. Et par les voies d'abord arthroscopiques, on n'arrivera pas forcément à les voir. Et elles auront tendance à pas trop cicatriser. Donc quelques exemples. Donc la lésion, elle peut se faire vraiment juste sur les attaches, hop, comme ici. Donc vraiment qu'une désinsertion capsulo-méniscale, où la désinsertion peut se faire carrément dans le ménisque, avec une fissure verticale longitudinale, l'équivalent de la fissure en zip visualisée sur le ménisque latéral. Hop. Les anses de saut, c'est toujours rigolo. Hein. Bon, on ne les voit pas forcément avec les lésions du LCA, mais bon, ça complique généralement des grosses fissures verticales longitudinales instables, donc avec un fragment du ménisque qui va aller se luxer dans l'échancrure. Ici, on commence, ça doit être on voit la fibula, donc ça doit être un ménisque latéral. Donc en gros, on voit une méga corne antérieure, donc on se dit qu'il doit y avoir 2 bouts de ménisque. Quand on s'approche de l'échancrure, on confirme qu'il y a bien 2 bouts de ménisque, avec ce bout de ménisque qui va se rapprocher d'ici. Hop, si on regarde juste sur l'image d'avant, hop, on constate aussi qu'il n'y a pas de corne postérieure. Hein. Donc il y a un souci, c'est que le ménisque a dû bouger quelque part. Donc là, on se rapproche de l'échancrure, on se rapproche toujours. Donc ces 2 fragments, ils vont se rapprocher. Ouais, voilà. Et donc là, on arrive vraiment sur l'anse de saut à proprement parler. Donc une anse de saut, ça a 2 attaches, une attache antérieure et une attache postérieure. Ça peut se luxer dans d'autres endroits, mais la plupart du temps, on la voit se luxer dans l'échancrure, qui est la cause d'un blocage aigu.
Hop, et ensuite, si on continue, on arrive sur le LCA et LCP en arrière. Hop, encore un peu. Le même patient, donc on voit vraiment le fragment de ménisque luxé dans l'échancrure sur la coupe coronale. Grosse perte de substance du mur méniscal à ce niveau-là. Juste cette petite coupe, là, c'est du T2 sans FATSAT, c'est juste pour voir le signe classique du double LCP. Donc avec ici l'anse de saut et là le croisé postérieur normal. Donc quand on voit deux ligaments croisés postérieurs, il faut chercher une anse de saut. Donc ici l'anse de saut et là le croisé postérieur. Donc là une autre anse de saut, c'était bon, après même principe, donc une mégacorne antérieure et une anse de saut luxée dans l'échancrure. C'était juste pour montrer avec une reconstruction 3D axiale. Donc ici on a le mur méniscal et on voit l'anse de saut qui est partie se luxer en avant. Alors, je n'arrive pas à passer. Ok, donc s'il n'y a qu'une seule attache et non deux pour faire une anse de saut, on parle de languette méniscale. Celle-là est plutôt liée à une fissure axiale avec un petit fragment de ménisque qui est venu se loger dans le récessus ménisco-tibial. Des languettes, on peut en voir partout. Là, on a une petite languette qui est issue de la corne postérieure du ménisque, ça va être le ménisque interne, et qui est venu se luxer vers le compartiment fémoro-tibial. Hop, autre languette ici, qui est venue se luxer en haut vers le récessus ménisco-fémoral. Ensuite, juste deux mots sur les lésions ostéochondrales, c'est juste des fractures. La plupart du temps, c'est pas déplacé, il n'y a pas d'atteinte articulaire, donc on ne les voit pas à la radio. En IRM, on peut les rattraper, hein, c'est bien plus sensible que toutes les autres imageries. Donc une fracture, ça se définit donc, par cet hyposignal vraiment qui va séquestrer un fragment osseux. Ici, c'est pas catastrophique, hein, le cartilage il n'est pas touché, donc ça devrait, à la limite, même si on ne les voit pas, je pense que ça devrait guérir tout seul. Et voilà, et je vous remercie de votre attention.